Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est le vendredi de l'emploi en compagnie de l'économiste canadien le plus travaillant, Éric Lasselle. Éric, bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Vous l'aurez remarqué, le paysage économique est de nouveau en pleine effervescence. Oui, sauf que je suis allé sur tous mes sites web préférés pour découvrir les dernières annonces de données économiques, toutes les choses que vous et moi aimons beaucoup. Et tout ce que je vois, c'est de l'information sur la rupture entre Elon Musk et Donald Trump. Cela semble dominer les gros titres ce matin. Vous avez, au fait, entendu parler de la grande querelle entre Stu Cadwell et moi? Ah, non, je n'avais pas entendu cela. Ça fait les manchettes. Je vais y regarder de plus près. Oui, nous avons dû annuler le mardi de Stu de cette semaine. C'est une grosse querelle entre Stu et moi. J'espère que nous pourrons nous réconcilier, même s'il refuse de m'appeler. Je ne sais pas. Il est peut-être simplement parti en vacances. Les frictions du côté de la politique américaine auront peut-être pour effet de détourner l'attention des droits de douane et même de les faire oublier. Ce serait le bon côté des choses. Pour ce qui est de vos frictions à vous, vous feriez peut-être mieux de vous réconcilier tout simplement. Oui, mais l'affaire Musk-Trump est intéressante. Cela a même eu un impact sur l'action de Tesla dans une certaine mesure, mais on verra quelles sont les implications économiques plus larges. Mais nous avons eu les rapports sur l'emploi aux États-Unis et au Canada. Je ne sais pas trop par où commencer car les deux sont intéressants. Je dirais même que le rapport canadien est un peu plus important d'une certaine façon car nous avons atteint un nouveau niveau de chômage au Canada. Nous venons juste d'afficher un autre chiffre sur le front de l'économie. Alors nous allons donc peut-être commencer par le Canada? Oui, tout à fait. C'est un peu mitigé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous venez de le dire, à savoir que le taux de chômage est désormais de 7,0%. Ce n'est qu'un dixième de plus que ce que c'était, mais il s'agit d'un chiffre rond et tout de même important. On pourrait dire qu'un taux de chômage normal au Canada se situe dans les 6% faibles et nous sommes passés au-delà de ça. Il y a donc un réel relâchement. C'est peut-être le principal enseignement à en tirer. Si l'on s'intéresse à la création d'emplois, on constate qu'elle n'a pas été trop mauvaise. Je veux dire que la création de 9000 emplois n'est certainement pas une bonne nouvelle dans le contexte de ces dernières années, mais avec moins d'immigration, ce n'est pas un chiffre complètement mauvais. Il a battu le consensus. Il convient de noter que ce chiffre concerne le mois de mai. Au mois d'avril, il y a eu plusieurs dizaines de milliers d'embauches liées aux élections. Ce chiffre de plus de 9000 s'explique donc par le fait que le nombre de travailleurs électoraux a diminué de 30 000 au cours de ce mois. En effet, si l'on se penche ensuite sur la question de l'emploi dans le secteur privé, qui exclut notamment les travailleurs électoraux, on constate que le nombre d'emplois a augmenté de 61 000. C'est la plus forte hausse depuis 2 ans. Quant aux emplois à temps plein, ils ont augmenté de 58 000. Je dirais que l'interprétation est mitigée, même si le taux de chômage a légèrement augmenté en fin de compte. Il y a certainement un certain relâchement. Peut-être qu'à la marge, on se rapproche de la thèse que oui, la Banque du Canada peut réduire ses taux d'intérêt en juillet. Bien sûr, elle ne l'a pas fait cette semaine, au moment où nous écrivons ces lignes, mais ce n'était pas purement négatif. Nous avons malheureusement constaté, et c'est peut-être l'impact le plus visible des tarifs douaniers, que l'emploi dans le secteur manufacturier a baissé pour le quatrième mois consécutif. Il faut savoir que depuis des décennies, dans l'ensemble des pays développés, il n'y a pas de croissance, il n'y a généralement pas d'embauche régulière. Néanmoins, l'industrie manufacturière est en baisse pour le quatrième mois consécutif, ce qui semble lié aux tarifs douaniers, à leur anticipation et à l'incertitude qui les entoure. Je dirais qu'en général, le secteur des biens n'a pas été aussi impressionnant que celui des services. Encore une fois, le taux de chômage est de 7%, ce qui n'est pas très réjouissant. Nous avons travaillé sur la base d'hypothèses très souples, compte tenu de toutes les possibilités qui s'offrent à nous en matière de tarifs douaniers. Mais si on en arrive à ce qu'on pensait, une augmentation du taux de chômage au Canada d'environ 1 point de pourcentage ou un peu plus, le débat est de savoir à partir de quel chiffre. Ce n'est pas clair, mais si on part de 6,5%, il ne serait pas surprenant qu'on en arrive à 7,5%, voire un peu plus. En fin de compte, tout va dépendre des droits de douane qui s'appliquent ou non. Oui, j'ai une vision un peu biaisée parce que j'ai deux filles de 18 et 21 ans et leurs amis viennent à la maison.
Je vois beaucoup de ces jeunes de cette tranche d'âge et ils trouvent le marché du travail un peu plus difficile cet été. J'ai également rencontré des diplômés de l'université cette semaine dans le cadre de mes activités et ils trouvent forcément le marché de l'emploi un peu plus difficile que ce que nous avons vu, disons, à la sortie de la COVID, où les gens étaient très en demande. C'est peut-être un peu anecdotique, mais je suppose que lorsque la Banque du Canada commence à réduire ses taux, dans la mesure où elle l'a fait, on parlera de la pause de cette semaine et de la décision de ne pas réduire davantage, mais lorsque la Banque du Canada et la Fed réduisent leurs taux, on aimerait bien que cela se répercute et que cela aide réellement l'économie. Le tableau est mitigé, comme vous dites, mais nous aimerions vraiment voir les chiffres de l'emploi commencer à se redresser un peu, juste pour donner un signe que nous commençons à nous diriger dans la bonne direction, que nous avons atteint le creux de la vague en ce qui concerne l'économie canadienne. Ou est-ce que je surestime les chiffres d'un mois sur l'autre? Je pense même aux 6 derniers mois, ils n'ont pas été aussi solides qu'on l'aurait souhaité. Vous avez raison, il y a toutes sortes de choses à décortiquer et je vais tenter de répondre à tous les points que vous soulevez. Il faut noter que le taux de chômage des jeunes est bien sûr beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Il s'élève à 14%. C'est une position plus difficile. Vous m'entendez taper sur mon clavier. Nos auditeurs sont répartis un peu partout, mais nous sommes tous les deux en Ontario et le taux de chômage en Ontario est plus élevé que la moyenne nationale. Il est de 7,9%. Toute proportion gardée, on peut dire que les jeunes de l'Ontario sont probablement confrontés à un taux de chômage de 15 ou 16%. L'environnement professionnel n'est pas parfait. Et comme vous l'avez dit, les 3 mois précédents n'ont guère été reluisants au niveau des embauches. Il y avait eu une baisse notable, puis quelques mois de stagnation. À bien y penser, ce mois-ci n'est pas si différent de la stagnation depuis que l'inquiétude à l'égard des tarifs douaniers s'est manifestée et que l'incertitude politique a atteint son paroxysme. Les entreprises canadiennes et l'économie canadienne, en tout cas, sont restées au point mort. Il y a là de vrais problèmes. On pourra faire le lien avec la Banque du Canada, mais ce qui nous laisse perplexes, c'est que dans la plupart des pays du monde, y compris aux États-Unis, les droits de douane n'ont jusqu'à présent causé que très peu de dégâts économiques. Et au Canada, je dirais plutôt que les dommages causés par les droits de douane sont étonnamment élevés. Étonnamment élevés, je le dis, parce que le Canada n'a pas beaucoup de droits de douane importants pour le moment. Bien sûr, les secteurs de l'acier, de l'aluminium sont très touchés. Un ou deux de ces secteurs sont centrés en Ontario, soit dit en passant. L'Ontario a beaucoup d'aluminium et peut-être que d'autres provinces en ont beaucoup moins. Mais il est surprenant de constater à quel point l'économie s'est ralentie alors que le taux moyen des droits de douane n'est que d'environ 4% pour le Canada, ce qui est beaucoup moins que dans beaucoup d'autres pays. Nous sommes dans le cas contraire, c'est-à-dire que cela fait plus mal que cela devrait théoriquement faire. Je ne peux pas prétendre avoir une réponse claire et concise à la question de savoir pourquoi, mais c'est un problème complexe que nous essayons de résoudre. Pour ce qui est de la Banque du Canada, ce qu'elle a pu faire, il n'y a pas eu beaucoup d'embauches pendant 4 mois. Elle n'était au courant que de 3 mois d'entre eux au moment de l'enregistrement, mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas eu beaucoup d'embauches pendant 4 mois. En plus de cela, bien sûr, le danger et les dommages des tarifs douaniers et le ralentissement économique qui existe déjà, vous auriez pu penser que la baisse des taux était inévitable. Bien sûr, ils n'ont pas réduit les taux cette fois-ci. Cela s'explique en partie par le fait qu'ils ont déjà procédé à de nombreuses réductions et qu'ils se trouvent déjà, je dirais, dans une position légèrement stimulante avec ce taux au jour le jour de 2 et 3/4%. Mais une bonne partie de la réponse réside dans le fait qu'il y a beaucoup d'inconnus quant à l'évolution et l'ampleur des dégâts causés par les droits de douane. Personne n'a vraiment de réponse, même ceux qu'ils prétendent. Il y a aussi une autre question délicate. L'économie est plus faible qu'on l'aurait
l'aurais cru. Inversement, l'inflation est plus élevée que je ne l'aurais pensé et ce n'est pas relié aux droits de douane. Ce n'est pas ce qui a rendu l'inflation canadienne plus difficile. La Banque du Canada a même relevé ce paradoxe. C'est ce que j'ai lu. Nous devons donc nous demander s'il s'agit d'un élément ponctuel dans les données d'avril sur l'inflation. Je dois dire que si vous êtes confus parce que nous célébrons tous le fait que les pompes à essence sont moins chères, n'oubliez pas que nous examinons la suppression de la taxe carbone. Il s'agit d'une décision politique, elle ne concerne pas les pressions inflationnistes générales. Nous examinons l'inflation hors taxe carbone. L'inflation a été assez forte au mois d'avril. Certains des indices en temps réel que nous examinons pour le mois de mai sont également un peu élevés. J'aimerais avoir des réponses plus claires. Il se passe quelque chose de mystérieux, mais je pense que l'inflation a probablement incité la Banque du Canada à attendre et obtenir plus de clarté à ce sujet. Le fait d'attendre une réunion lui donne en fait beaucoup plus d'informations. Cela leur donne 2 rapports d'emploi supplémentaires. Nous venons d'en avoir un, nous en aurons un autre au début du mois de juillet. Leur décision n'interviendra pas avant la fin de ce mois. Nous aurons encore 2 relevés de l'inflation qui seront très utiles. Je pense qu'ils pensent simplement que nous serons en bien meilleure position fin juillet pour intervenir. Je parierais qu'ils réduiront les taux à ce moment-là, compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui. Tout cela me fait vouloir aider un peu nos auditeurs à mieux comprendre l'économie et la façon dont nous la pensons. Comment les émotions et nos prises de décision se répercutent sur l'économie? Je suis certain que vous pourriez me donner une meilleure définition que la mienne, mais pour moi, l'économie, cela signifie que nous essayons tous d'optimiser ou de tirer meilleur parti des ressources dont nous disposons. L'économie mesure l'efficacité des décisions que nous prenons. Nous pouvons évaluer la prise de décision autour des intrants de base. Nous prenons ces milliards de décisions chaque seconde de chaque jour et c'est ce qui fait l'économie dans son ensemble. Et puis, si on revient au tout début des droits de douane, c'est le Canada qui avait été le plus durement touché en premier. Il y avait le Canada et le Mexique, bien sûr. Nous avons certainement assisté à une montée sans précédent du patriotisme, du nationalisme à travers le Canada, de la colère face à ce qui s'est passé. Nous avons vu des élections basculer d'un côté à l'autre et le parti sortant l'emporter en grande partie à cause de l'annonce des droits de douane. Alors, les Canadiens et les émotions relatives aux tarifs douaniers, cela peut-il se produire pour vrai à l'échelle d'un pays sur le plan économique? La façon dont les Canadiens ont réagi, même au niveau des chefs d'entreprise et des petites entreprises, peut-elle se répercuter et nuire encore davantage à l'économie que l'imposition des droits de douane à proprement parler? Cela peut-il réellement avoir cet effet? Je pense que cela peut avoir un effet important, oui. Nous voyons des preuves réelles de boycott, par exemple. Au moment d'acheter, cela veut dire qu'on ne se demande plus si tel ou tel produit est effectivement le moins cher. Il s'agit d'un autre canal qui est entièrement psychologique et fondé sur un point de vue. Nous pouvons en voir la preuve dans certaines données sur les voyages. C'est un peu plus flou et je n'ai pas accès aux données granulaires des entreprises qui pourraient révéler dans quelle mesure les gens préfèrent un ketchup plutôt qu'un autre, quoi que ce soit d'autre, mais c'est pourtant bien réel. De manière plus générale, si l'on fait abstraction des droits de douane au Canada, le sentiment a un effet sur l'activité. Il s'agit d'un effet imprécis et souvent plus faible que ce que l'on pourrait penser à première vue. Notez par exemple, presque partout dans le monde en ce moment, vous avez beaucoup d'indicateurs faibles, c'est-à-dire des indicateurs d'attente et des indicateurs de confiance qui sont vraiment faibles. En réalité, dans beaucoup d'endroits, les données concrètes, c'est-à-dire la quantité d'argent que vous dépensez, semblent encore très bonnes. Il ne s'agit donc pas de la même chose, mais il y a toujours un certain signal, une certaine valeur informative de la façon dont les gens se sentent et de ce genre de choses. Je dirais, comme vous l'avez suggéré, que ce sentiment est peut-être plus féroce et plus fort au Canada que dans beaucoup d'autres endroits. Le sentiment de trahison, bien sûr, le lien avec les États-Unis.
Cela fait partie de l'histoire. C'est probablement l'une des meilleures théories pour expliquer pourquoi l'économie canadienne subit plus de dommages. Les Canadiens modifient leurs dépenses, achètent plus de produits canadiens ou de produits non américains, mais ils achètent probablement moins de produits en général. L'incertitude politique est tout simplement très élevée. Ce n'est pas le moment de prendre une décision importante en matière de dépenses, qu'il s'agisse de l'achat d'une maison ou du choix de la prochaine usine. Ces décisions sont simplement remises à plus tard et il en résulte un trou économique. Oui, c'est un sentiment d'incertitude et comme vous l'avez dit, on reste là, les bras croisés, peut-être un peu plus longtemps qu'on ne l'aurait fait autrement. Il semble que les Canadiens aient réagi. Je ne veux pas dire que ce n'était pas justifié, mais en même temps, cela semble se répercuter sur les décisions que les Canadiens prennent sur le plan économique et cela doit avoir un certain impact. C'est intéressant. Ça m'a interpellé tous ces chiffres du Canada qui sont un peu plus faibles qu'ils ne devraient l'être compte tenu de la toile de fond. Maintenant, soyons un peu plus positifs sur l'économie canadienne. Le marché boursier canadien a été relativement solide. Il s'agit là d'un indicateur prospectif. Par ailleurs, j'ai croisé ces derniers jours quelques professionnels de l'immobilier que je connais et ils m'ont dit que le marché du logement avait montré quelques signes de vie. Dans certaines régions du pays, au cours du mois de mai, nous avions eu un bel élan d'optimisme en janvier qui a été écrasé par les droits de douane et maintenant, à nouveau, quelques pousses vertes sur le marché de l'immobilier en mai. Je pense qu'avec des taux d'intérêt un peu plus bas, l'économie canadienne pourrait se porter un peu mieux, non? Oui, c'est tout à fait exact. Même si j'ai suggéré le contraire il y a quelques instants, je constate que le secteur du logement s'est redressé en mai par rapport à avril. Toutefois, les chiffres du logement sont encore bien inférieurs à ceux du mois de mai l'an dernier. Bien sûr, il y a normalement une reprise au printemps, tous les jardins sont magnifiques et tout le monde se sent plutôt bien dans sa peau. Ce n'est pas un mauvais moment pour prendre une décision de dépense importante dans cette optique. Je dirais qu'il faut encore faire preuve d'une certaine retenue, mais c'est mieux qu'il y a quelques mois, c'est certain. Pour en revenir à votre question, elle est délicate dans la mesure où si nous recherchons les effets directs des tarifs douaniers, ce qui signifierait que les prix sont plus élevés à cause des tarifs douaniers, nous attendons toujours les résultats. Ce devrait être le canal principal. Nous constatons tous ces effets de type incertitude et confiance qui se produisent jusqu'à présent, mais nous attendons que les tarifs douaniers se répercutent directement sur les comportements. On voit des licenciements dans certains secteurs. Je ne devrais donc pas minimiser cet aspect, mais nous attendons toujours l'un des principaux canaux directs. Je dois admettre que nous avons repoussé certains dommages au second semestre de cette année par nécessité. Nous sommes presque dans la deuxième moitié de l'année. C'est au cours des troisième et quatrième trimestres que nous pensons voir un peu plus de dégâts. Il ne faut donc pas être trop optimiste quant à l'avenir de la croissance, mais je dirais que lorsque je regarde le Canada d'une manière un peu générale, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour des améliorations au cours des prochaines années au minimum. Si l'on met de côté l'esprit partisan, il semble qu'il y ait un programme pro-croissance au plan fédéral, infrastructure, facilitation des projets d'exploitation des ressources, des réductions d'impôts assez modestes, des mesures de relance budgétaire ou d'emprunt assez importantes. Ce n'est pas ce que l'économiste en moi préfère, mais cela pourrait permettre à l'économie d'avancer un peu. Il y a des raisons d'aimer, d'être optimiste pour les 2 prochaines années. Nous devons éliminer tous les droits de douane d'abord. Mais pour l'instant, l'essentiel est que le Canada, que le Mexique ont évité le pire, que les droits de douane sont nettement moins élevés que ce qu'on craignait au début mars et une bonne partie du mois d'avril. L'histoire n'est pas terminée. Nous venons voir les droits de douane sur l'acier et l'aluminium passer à 50%. Le Canada est frappé de plein fouet. Nous attendons les renégociations de l'ACEUM. Nous verrons ce que les droits de douane sur les produits forestiers, le cuivre, les produits pharmaceutiques apporteront. Et tous ces éléments auront des conséquences plus ou moins graves. Il n'en reste pas moins que le Canada s'en sort mieux en termes d'effets tarifaires théoriques que ce que l'on craignait. Oui, c'est vrai. Encore une fois, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise ces dernières semaines. Ils ne savent pas quoi faire. La situation est très difficile, mais je dirais que nous continuons à nous souvenir que lorsque nous avons commencé à parler des droits de douane avec vous, le sentiment était que l'automobile, l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, certains secteurs de l'agriculture allaient être touchés.
C'est là que les défis à long terme allaient être posés par la politique tarifaire, et cela commence à être, ou a été pendant un certain temps, assez exact si nous regardons l'économie canadienne. Éric, avant de terminer, nous devrions passer au rapport sur l'emploi aux États-Unis, parce que eux restent la plus grande économie du monde et l'économie la plus importante, et la politique des taux d'intérêt, ce qui se passe sur un certain nombre de fronts aux États-Unis, a un impact énorme dans le monde entier et en particulier sur le Canada. Mais la confiance des consommateurs augmente légèrement. Nous avons des sondages sur la question de savoir si les États-Unis vont dans la bonne direction par rapport à ce qu'ils ont été il n'y a pas si longtemps. Il y a de la colère et du pessimisme au Canada. Il semble qu'il y ait un peu plus d'optimisme aux États-Unis. Mais le chiffre de l'emploi était correct si nous regardons le rapport cette fois-ci. Le marché semble s'en réjouir et j'ai vu les actifs à risque s'envoler, les rendements augmenter. Je pense que les résultats sont mitigés. La grande nouvelle est peut-être le taux de chômage qui est resté inchangé à 4,2%, ce qui est un chiffre plutôt satisfaisant et bien sûr pas différent de ce qu'il y était il y a un mois. C'est le principal enseignement, c'est quelque chose que le marché voit positivement suite à la crainte de voir une érosion dans le marché du travail. Nous avons vu les demandes hebdomadaires d'allocation chômage augmenter ces dernières semaines. Nous assistons à une légère décélération, mais rien de profond. La création d'emplois de 139 000 a été légèrement supérieure au consensus. Si l'on veut creuser un peu, on peut dire qu'il y a eu des révisions négatives, c'est-à-dire moins 95 000 pour les mois précédents. Vu sous cet angle, cela absorbe une bonne partie des créations d'emplois qui viennent d'être annoncées. Nous ne sommes pas beaucoup plus avancés qu'avant. Ils ont noté que l'emploi dans le commerce de détail était en baisse pour le troisième mois et qu'il pourrait donc y voir un effet tarifaire. C'est là que les Américains se sentent plus prudents en général. Ils commencent peut-être à voir les prix augmenter un peu. Certains grands détaillants nous disent qu'ils ne peuvent pas se retenir plus longtemps et nous avons donc quelques signes indiquant que nous allons assister à une augmentation des prix. Si l'on tient à être pessimiste, ce n'est probablement pas la bonne chose à faire, mais selon cette autre enquête, l'enquête sur les ménages, le nombre d'emplois a baissé de 696 000 emplois, Dave. Tant qu'à faire dans le drame, on peut choisir cette nouvelle-là. L'économie est cependant si célèbre pour sa volatilité et ses fluctuations que je pense qu'il est préférable de se concentrer sur ce qui se passe vraiment. Il semble que la création d'emplois ait été satisfaisante, il semble que le taux de chômage soit resté à peu près stable, l'économie américaine est toujours en vie pour le moment. Comme vous l'avez dit, nous avons en fait, après une forte chute, il faut le noter, mais nous avons vu certains des indicateurs d'enquête et de confiance se redresser un peu. Je prévois toujours un certain ralentissement économique au cours du second semestre de cette année. Je pense que le taux de chômage va augmenter, non pas diminuer, simplement parce que les États-Unis semblent toujours nous surprendre avec des chiffres, pour l'instant, assez ordinaires, disons. Oui, c'est vrai, certaines des prévisions pour le PIB du deuxième trimestre émanant de la Fed d'Atlanta, je crois, sont des prévisions de croissance de la Réserve fédérale américaine qui pourraient même tutoyer les 5% d'ici la fin de l'année. Nous en avons parlé dans un précédent épisode. Et au fait, si vous souhaitez écouter les précédentes visites d'Éric, il vous suffit de vous abonner à l'endroit où vous recevez votre balado-diffusion. Nous sommes maintenant sur YouTube, comme vous pouvez le voir, et c'est surtout pour nos parents et nos enfants. Mais si vous voulez vous abonner, cliquez sur j'aime, donnez-nous un commentaire 5 étoiles, nous en serions ravis. Et bien sûr, Éric est l'économiste en chef de RBC, Gestion mondiale d'actifs, et comme je le répète souvent, l'économiste qui travaille le plus fort au Canada. Mais ce chiffre élevé du PIB au deuxième trimestre, tout comme le faible PIB du premier trimestre, est davantage une question de mathématiques que de baisse ou de hausse réelle de l'économie.
Oui, c'est tout à fait exact. Je suis sur la page web GDP Now de la Fed d'Atlanta, que tout le monde peut consulter aussi. Nous avons construit nos propres modèles de PIB pour les États-Unis, ne sont tout simplement pas aussi bons que ceux de la Fed d'Atlanta. Personne ne semble pouvoir faire mieux. La Fed de New York en a fait un. Je me souviens qu'il y a quelques années, il était théoriquement meilleur, il semblait plus solide, mais nous nous sommes dit que ce n'était notre nouveau modèle à l'époque. Puis, les résultats ont été pires. Nous continuons donc à nous appuyer sur le GPT Now des autorités fédérales d'Atlanta, juste pour connaître l'évolution du PIB du trimestre en cours. Ils font un bon travail d'intégration, n'ont pas encore intégré les chiffres de l'emploi, donc je suppose que les prévisions augmenteront et ne diminuent pas sur cette base, mais ils étaient à 3,8% hier lorsqu'ils ont exécuté le modèle pour la dernière fois, ce qui, comme vous l'avez dit, pour le deuxième trimestre, le PIB représentait un gain annualisé assez énorme. Ça semble certainement contredire l'idée que les droits de douane font mal, mais il faut le considérer, comme vous l'avez dit, dans le contexte du trimestre précédent qui était en baisse. Le PIB du premier trimestre a donc été légèrement négatif. Je pense que les deux nous mentent un peu. L'un est le yin du yang de l'autre, pourrait-on dire. Bref, la faiblesse que nous avons constatée au premier trimestre était due à l'effet avant-coureur. Il y avait eu beaucoup d'importations aux États-Unis car les entreprises ont essayé d'obtenir ces produits avant l'entrée en vigueur des droits de douane. D'un point de vue mathématique, les importations sont négatives pour le PIB. La situation s'étant inversée au deuxième trimestre, nous constatons aujourd'hui une contribution très utile du commerce à mesure que les importations chutent. Encore une fois, je suis sûr que c'est un peu lié aux droits de douane. On peut faire simple, après un trimestre à 0% suivi d'un trimestre à 4, la moyenne est d'environ 2. Je dirais que le premier semestre de cette année, même s'il a connu de réels rebondissements, a été marqué par un taux de croissance économique d'apparence plutôt calme. Nous prévoyons moins de croissance au cours du second semestre et quelques trimestres de croissance plus maigres, mais tout de même des trimestres de croissance au cours de la seconde moitié de l'année. Comme nous l'avons déjà dit, le risque de récession n'est pas négligeable, nettement inférieur à 50%, il est d'environ 30%, et lorsqu'on voit des chiffres comme ceux-là et que l'on constate un impact visible si faible des droits de douane qui existent maintenant dans certains cas depuis la mi-mars environ, on se dit que le risque est peut-être même en train de se réduire. Oui, c'est vrai. Je vais devoir en parler à ma femme. Nous avons cet outil de surveillance pour les enfants et nous ne voulons pas qu'elle passe trop de temps sur ce site du PIB. Elle s'est inquiétée du fait qu'il télécharge toutes sortes de choses néfastes. Sachez-le, si vos enfants regardent ce site, ils sont dans le domaine de l'économie. Éric Lasselle et moi-même sommes toujours à la recherche de sites économiques. Alors, Éric, on termine par le beau et grand projet de loi et de tout ce qui s'y rapporte. Est-ce que cela va finalement être une bonne chose pour l'économie ou une mauvaise chose, peut-être à court, moyen ou à long terme? Je pense que c'est exactement la bonne façon de voir les choses parce que tout d'abord, la majeure partie de ce projet de loi, s'il est adopté donc par la Chambre, doit être adopté par le Sénat. Si des changements sont apportés, la Chambre doit donner son accord. Il y a donc encore des étapes procédurales à franchir, mais il semble que quelque chose d'approchant sera probablement adopté. Je pense qu'ils aspirent à l'attribuer d'ici le 4 juillet avant la mi-août, car c'est à ce moment-là que le plafond de la dette devient un problème. Ce projet de loi comprend une disposition qui permettrait de résoudre ce problème. Il est assez probable qu'il soit adopté sous une forme ou une autre, à court terme, c'est-à-dire en 2026, parce que la majeure partie de ce projet de loi est constituée de réductions d'impôts. Les réductions d'impôts poursuivront réellement la politique fiscale existante au 31 décembre 2025. Elle commence à devenir pertinente en tant que nouvelle entité. Nous aurons un coup de fouet en 2026 pour les États-Unis, il y a encore un peu de frein tarifaire, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ce n'est pas nécessairement une année record pour la croissance, mais elle devrait être nettement meilleure en 2026 qu'en 2025, en partie parce que le fardeau tarifaire s'estompe un peu, en partie parce qu'il y a vraiment des réductions d'impôts et une impulsion fiscale positive d'une certaine importance qui en découle, peut-être même une impulsion d'environ 1 point de pourcentage du PIB, ce qui est un montant important. Voilà pour le court terme. Nous parlerons de la perspective étrangère dans un instant, à savoir la menace d'une augmentation des impôts pour certains autres pays, y compris le Canada. Ce qui est du moyen et du long terme, je pense que l'inquiétude porte sur l'effet fiscal. L'idée que le déficit est déjà important, que cette mesure le rend encore plus important et que le poids de la dette publique est lui aussi très élevé, ne fait qu'affaiblir la position fiscale. Cela rend la situation fiscale encore moins souhaitable et peut-être même moins durable.
Nous avons un indice de santé budgétaire que vous connaissez peut-être. Nous essayons de classer les pays dans la trajectoire budgétaire. Le Canada n'a pas l'air trop mal dans ce contexte. Il y a un plan de déficit en cours et les États-Unis, en revanche, sont en tête de la liste et leur position est très délicate. Ils prévoient, selon des estimations variables, d'emprunter entre 2 et 5 billions de dollars supplémentaires au cours de la prochaine décennie pour financer leurs projets. Qu'on vienne noter qu'ils ont procédé à des réductions de dépenses pour financer en partie les réductions d'impôts. En soi, c'est une autre paire de manches. Il y a des réductions de Medicaid et d'autres réductions qui, bien sûr, ont leurs propres conséquences. Qu'on vienne noter, bien entendu, les recettes tarifaires peuvent également couvrir une partie des dépenses. Il s'agit d'un déficit net, c'est préoccupant dans une certaine mesure. Bien sûr, je pense que ce n'est pas une coïncidence si le dollar américain s'est généralement affaibli un peu. Ce n'est pas une coïncidence si les rendements des obligations à long terme sont un peu plus chers que ce à quoi on aurait pu s'attendre et si les primes de terme sont plus importantes simplement parce que le risque, bien que faible, n'est pas complètement nul et que les investisseurs obligataires ne sont pas aussi enthousiastes à l'idée de détenir une partie de cette dette à long terme, étant donné que nous n'observons pas vraiment de discipline fiscale. Voilà l'essentiel. Il y a cet aspect international qui est l'article 899, si j'ai bien compris, qui est une proposition selon laquelle les États-Unis augmenteront les impôts sur les investisseurs étrangers par le biais d'une retenue à la source sur les dividendes et les revenus d'intérêt sur les entreprises étrangères avec des filiales aux États-Unis si les pays étrangers ne se débarrassent pas de ce qui est décrit comme des impôts discriminatoires à l'égard des États-Unis. L'une de ces taxes que les États-Unis n'apprécient pas est la taxe sur les services numériques. Il s'agit de la taxe qui frappe les réseaux sociaux. Le Canada en a une, le Royaume-Uni, la France. Je pense que nous allons probablement voir disparaître ces taxes. Il s'agit d'une source de pression supplémentaire qui n'est apparue pour le Canada qu'à l'automne dernier. Je ne suis pas certain, mais il me semble qu'il n'est pas très difficile de s'en débarrasser, d'esquiver cette taxe plus élevée que personne ne veut payer sur ses investissements américains. La partie la plus délicate est qu'il existe une section distincte et un autre impôt discriminatoire du point de vue des États-Unis, à savoir l'impôt minimum sur les sociétés qui s'élève à 15 Plus de 120 pays l'appliquent, c'est un peu délicat. Il existe toutes sortes de traités, d'accords auxquels il est plus difficile de soustraire. Notre nouvel économiste principal, Josh Nye, chapeau bas, il est avec nous depuis un mois et demi et il fait un excellent travail. Et vous allez le retrouver à cette émission, j'en suis certain, dans un instant, parce qu'il est très bon communicateur, mais il s'est occupé de ce dossier pour nous. Une chose essentielle à comprendre, sans entrer dans les détails, c'est qu'il y a 3 niveaux d'impôt minimum sur les sociétés. Premier niveau, vous avez une de ces sociétés internationales qui opèrent dans votre pays, elle serait taxée à hauteur de 15 Vous pouvez taxer comme bon vous semble les entreprises qui exercent des activités dans votre pays. La suivante, qui est plus difficile à expliquer, nous nous mettrions d'accord pour que si une entreprise canadienne opère dans un autre pays et que ce pays n'a pas signé ce traité et paie moins de 15 nous puissions prélever le supplément au Canada, même si l'entreprise réalise ses bénéfices dans un autre pays. Ce serait la deuxième phase. Les États-Unis ne semblent pas trop s'y opposer non plus. La troisième phase consisterait, si le Canada constate qu'une société américaine opérant aux Bermudes, par exemple, paie un faible taux d'imposition, à faire payer à la filiale canadienne de cette société américaine des impôts supplémentaires pour compenser ce faible taux d'imposition. Les États-Unis diraient quoi? Vous imposez une société américaine opérant aux Bermudes? C'est la partie à laquelle ils s'opposent. C'est la seule partie que le Canada n'a pas encore transposée dans la loi. Il est possible que le Canada puisse éviter cela sans trop de difficultés, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une menace. Elle pourrait encore être négociée dans la version du Sénat. Nous verrons comment les choses se déroulent. Je considère qu'il s'agit d'un moyen de pression visant à amener d'autres pays à modifier leur politique fiscale et non d'une mesure qui serait mise en œuvre et qui changerait radicalement la répartition tactique ou régionale des actifs. Oui, il faudrait penser que le coût de la mise en œuvre pourrait l'emporter sur les avantages que l'on pourrait en tirer. Alors, au fait, je suis heureux d'apprendre que Josh est de la partie. Je sais que vous essayez de trouver une 25e heure par jour pour travailler un peu plus. C'est une bonne chose que quelqu'un travaille avec vous. Je voudrais terminer par une question à laquelle je pense depuis des mois. Nous sommes un peu plus longs aujourd'hui, mais avant que j'oublie à nouveau. L'idée générale, ce qui se passe avec ce grand et beau projet de loi, si je me reporte aux années Reagan,
Et aussi à la journée de Ferris Bueller, souvenez-vous, l'économie vaudou, comme on l'appelle, ou l'idée générale de l'économie de l'offre. Que pensez-vous de l'économie de l'offre et de l'idée selon laquelle nous réduisons les impôts, nous augmentons en fait les recettes parce que nous stimulons la croissance et toutes ces autres choses par la même occasion? C'est ce que croient certains économistes de cette administration. Et ce qu'ils pensent de ce qui peut arriver, du moins ceux qui les conseillent en périphérie. Qu'est-ce que vous y pensez? Il est indéniable que lorsque l'on réduit les impôts, l'économie progresse plus vite. Je ne pense pas que quiconque débatte de cela. Comme je l'ai dit plus tôt, ces réductions d'impôts déclenchent probablement une croissance économique supplémentaire. Le débat porte sur la question de savoir si elles peuvent s'auto-financer. C'est le débat sur l'économie vaudou et la courbe de Laffer. Vous en souvenez, à un moment donné, si vous prélevez un impôt de 100%, nous allons tous arrêter de travailler parce que cela ne sert plus à rien. Si vous réduisez le taux de 100% à 99%, le gouvernement gagnera plus d'argent parce que nous recommencerons à travailler. Je veux dire qu'à l'extrême, on pourrait dire qu'il y a du vrai là-dedans. Dans le contexte actuel, je ne pense pas que le système puisse s'auto-financer complètement. Je pense que c'est peut-être le principal enseignement que j'en tire. Il peut stimuler l'économie, mais de la même manière, je prévoirais un déficit budgétaire un peu plus important qu'auparavant. Pas complètement, parce qu'encore une fois, l'économie peut être plus rapide, mais ce n'est pas une solution magique. C'est un vrai plaisir de voir ce qui se passe dans le monde, Eric. Un excellent résumé de toutes sortes de choses qui se sont produites. L'économie, comme on le dit, est redevenue cool. C'est comme lorsque nous étions au lycée et que nous étions les plus populaires parce que nous étions les meilleurs étudiants en économie de nos lycées respectifs. Formidable pour notre vie sociale, pour les jeunes qui aiment l'économie et qui sont sur le site GDP Now. La vie est belle parce que l'économie est redevenue cool. Et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour les vendredis de l'emploi chaque mois et toutes les autres fois. Entre-temps, merci encore et à bientôt. Merci beaucoup Dave et au revoir à tous. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.